Vous connaissez certainement le rôle déterminant et capital que la Suisse a joué dans le processus de libération de l'Algérie. Mais savez-vous que derrière ce soutien de la Suisse au peuple algérien et à son indépendance se cachent trois grandes affaires. Une grande affaire d'espionnage, le suicide du procureur de la Confédération de l'époque et une passionnante histoire d'amour. Pour dévoiler le secret de ces trois affaires, je me suis rapproché de Éric Purnon, journaliste suisse et co-auteur d'une BD qui s'intitule Berne, un nid d'espions, l'affaire Dubois 1955-1957. Il est paru aux éditions Antipode. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Ça va se passer sur Azul Rencontre. À tout à l'heure. Bonjour Éric, bienvenue à notre émission. C'est un plaisir de te recevoir pour qu'on l'on parle de ton livre Berne, nid d'espions, l'affaire Dubois 1955-1957. Tu es journaliste, tu étais journaliste, maintenant tu es à la retraite, tu as toujours un esprit journaliste. Donc ce que je te demande d'emblée, de rajouter des informations de présentation si tu le souhaites. Sinon, nous présenter ce petit livre avant de rentrer dedans. Et me dire comment tu es arrivé à t'intéresser à la BD et à cette affaire précisément traitée dans ton livre. Alors tu l'as dit, j'étais journaliste, j'ai arrêté il y a 7-8 ans, j'ai travaillé dans le grand reportage, j'ai travaillé dans pas mal d'émissions, mais j'ai toujours eu une grande passion pour l'histoire. Je suis de formation historien et je me suis toujours intéressé à l'histoire. J'ai fait quelques émissions historiques à la télévision et quand j'ai repris ma liberté, j'ai eu la chance de pouvoir la prendre assez jeune, après 40 ans de télé, je me suis dit, j'ai envie de raconter certaines pages moins connues ou méconnues de l'histoire suisse au grand public en utilisant ce que je savais utiliser, c'est-à-dire les mots et les images. C'est pour ça que je me suis lancé dans la bande dessinée ou le roman graphique qui aujourd'hui est un moyen très répandu, très connu et très utile pour vulgariser l'histoire. Alors comment je suis arrivé à cette affaire Dubois? Eh bien, c'est une histoire un peu longue que je vais résumer. Quand j'avais écrit un article il y a très longtemps sur les 20 ans des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'indépendance algérienne, j'avais rencontré un homme qui s'appelle Charles-Henri Favreau, qui était un journaliste suisse qui a pas mal œuvré pour le rapprochement entre la Suisse et les indépendantistes algériens, et qui m'avait parlé de cette affaire Dubois, que personne ne connaissait, qui était complètement oubliée, et c'est toujours resté dans un coin de tête. Cette affaire Dubois m'avait intéressé. Mais à l'époque, les archives étaient complètement fermées, et il n'y avait aucun moyen d'aller plus loin dans l'enquête. Et quand j'ai retrouvé ma liberté d'historien, après avoir travaillé longtemps à la télévision, je me suis dit, je vais m'attaquer à cette histoire. Et j'ai demandé l'autorisation d'accéder aux archives du tribunal fédéral, puisqu'il y a une affaire judiciaire là derrière, une affaire policière derrière l'affaire Dubois. Et c'est ainsi que je me suis plongé, parce que j'ai accédé à des archives que personne n'avait vues dans cette affaire. Et c'est cette histoire que justement qu'on s'apprête à raconter. Voilà. On commence, nous sommes à Berne en 1955. La guerre d'Algérie battait son plein déjà depuis un an, puisqu'elle avait démarré en 1954. Nous sommes en pleine guerre froide. La Suisse était devenue un terrain d'opération de la part des Américains, des Français, des Égyptiens. Et c'est dans ce contexte qu'arrive un personnage, Henri Dubois, à la tête du ministère public. Est-ce que tu peux nous dire qui est ce personnage ? Et quelle est l'importance du ministère public dans le cadre de la Confédération suisse? Voilà, alors c'est un peu compliqué parce que la Suisse a une particularité, c'est que le ministère public, c'est-à-dire le procureur général, c'est à la fois le parquet, il est chargé de défendre les intérêts de l'État, et en même temps le chef de la police politique et du contre-espionnage.
parce que la Suisse est un État qui avait finalement peu de moyens, à cette époque-là en tout cas, aujourd'hui encore, et l'appareil d'État était assez limité. Et donc, René Dubois, qui était un socialiste, mais social-démocrate, je dirais plutôt de droite, il n'était pas du tout de l'aile agitée de la social-démocratie, il arrive au poste de procureur général de la Confédération. Et on est effectivement en 1955, en plein, mais vraiment dans la tourmente, puisqu'il y a la guerre d'indépendance algérienne qui a démarré depuis 1954, mais il y a aussi les tensions entre l'Est et l'Ouest, il y a la montée de la guerre froide, on est un peu avant l'invasion de la Hongrie, l'opération de Suez, enfin on est dans une période extrêmement agitée, et arrive à la tête du ministère public de la Confédération cet homme, René Dubois, un Suisse romand, parce qu'il était originaire du Locle, dans le canton de Neuchâtel, qui était un homme assez pâle, qui n'avait pas une très grande envergure, mais qu'on a nommé là pour différentes raisons internes sur lesquelles je ne crois pas qu'il est utile de s'étendre. Et il arrive en 1955 et il est chargé à la fois de la défense des intérêts de la Confédération, mais surtout du contre-espionnage. Et il a très peu de moyens. Alors, on parle d'affaire Dubois parce qu'en fait, au bout de quelques années, moins de 4 ans, il se suicide. C'est pour ça que... Oui, même 2 ans, parce qu'il se suicide au printemps 57. Voilà. En fait, c'est pour ça que cette histoire m'a intéressé, c'est que c'est une espèce de roman d'espionnage. Voilà. On est presque dans un John le Carré, hein, à l'échelle bernoise, c'est vraiment une histoire folle. Et il se suicide en mars 1957. Et ce suicide a eu un impact sur la politique internationale, sur la politique américaine, égyptienne, algérienne, etc. Et on va revenir justement en détail tout à l'heure. Mais je voudrais faire la différence donc, à ceux qui nous écoutent. Donc lui, il est responsable du contre-espionnage. Il y a le service de renseignement de l'armée qui ne dépendait pas de lui. La police fédérale dépendait de lui. Oui, exactement. Voilà. Oui. Exactement. Il y avait 2 services, comme dans beaucoup de pays, de renseignement. Le service de renseignement extérieur, qui était assuré en lien avec l'armée, et puis le service de renseignement intérieur, qui s'occupait du contre-espionnage, de la police politique. Il surveillait, à l'époque, ce qui était le Parti communiste, qui était le Parti du travail, et puis, mais surtout les Algériens, et il s'occupait des espions. Parce qu'on est en 1955, au moment où la Chine a été reconnue, la Chine populaire de Mao a été reconnue par la Confédération. C'est un des rares pays qui avait reconnu la Chine, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'espions chinois aussi en Suisse. Donc il avait pas mal de boulot, alors qu'il avait une équipe minime, il avait une vingtaine d'inspecteurs. Alors, son arrivée à la Confédération n'avait pas suscité un grand enthousiasme. Non. Par contre, il a joui d'un soutien de Marcus Feldman, qui est un conseiller fédéral. Qui est ce personnage et quelle est son importance dans ce contexte? Alors, Feldman, c'est un personnage assez étrange. C'est un personnage qui vient d'un parti qui a ensuite donné l'UDC d'aujourd'hui, mais à l'époque, ils n'étaient pas sur la même ligne. C'était un parti bernois, essentiellement. Et lui, il était au Conseil fédéral, le seul de ce parti. Il y avait d'un côté 3 radicaux, PLR, et 3 démocrates chrétiens. À l'époque, on les appelait les chrétiens conservateurs. Et il était seul au milieu. Et c'était un homme qui était assez ombrageux, assez dur, mais en même temps très anti-nazi. Pendant la guerre, il avait été très anti-nazi. Et il était assez proche de la gauche dans certains domaines et dans d'autres pas du tout. Et cet homme, il était aussi très francophile. Il avait une grande admiration pour la France. Ce qui fait que depuis le début de la guerre d'indépendance algérienne, Feldman a plutôt été du côté français. Et il considérait que c'était important de collaborer avec les Français contre le danger, essentiellement pour l'époque, c'était le danger communiste, entre guillemets, c'est-à-dire des pays de l'Est. Parce que justement, le FLN, le Front de Libération Nationale algérien, dont les membres étaient très actifs en Suisse, était soutenu par Nasser, Jamal Abdel Nasser, président égyptien, qui était socialiste.
on pensait que c'était une révolution socialiste qui menaçait la démocratie. Et il avait, corrige-moi si je me trompe, c'est que Feldman avait une priorité, c'est préserver la neutralité suisse tout en ayant une application discrète. Oui, c'est un peu compliqué. Si tu veux, apparemment, on défendait la neutralité suisse, mais ce que montre cette affaire, c'est que la Suisse n'a jamais été véritablement neutre. La Suisse a toujours eu des préférences, la Suisse a toujours été dans le camp occidental, mais disons, il y avait plus ou moins d'engagement du côté de la neutralité de la part des uns et des autres. Mais Nasser, c'est un petit peu compliqué parce qu'en 54, 55, même 56, avant la nationalisation du canal de Suez, avant que Nasser vraiment prenne les choses en main, il était perçu par certains comme un homme dangereux, un socialiste entre guillemets, mais il était au début assez pro-américain. Les Américains essayaient de se rapprocher de Nasser aussi. Donc c'était un peu complexe. Et Nasser s'est engagé du côté des indépendantistes algériens, aussi dans le cadre d'un grand jeu de redistribution des cartes. Hein. Et c'est là que la Suisse était un peu mal partie parce que les nationalistes algériens qui étaient en Suisse, effectivement nombreux, étaient en contact avec les Algériens parce que l'ambassade d'Égypte servait de boîte aux lettres pour les nationalistes algériens. On savait que Nasser, justement, soutenait beaucoup la révolution algérienne. Il livrait des armes, il les soutenait diplomatiquement. Et pour revenir à la Suisse, avant l'arrivée du Dubois, les nationalistes étaient déjà surveillés. Est-ce que ça a changé avec l'arrivée de Dubois? Est-ce qu'il y a une intensification? Probablement un peu, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des nationalistes algériens en Suisse. Au début, c'était plutôt le MNA. Hein. Ce n'était pas encore le FLN qui a existé à partir de 1954. Ouais. Enfin, disons, il y avait des nationalistes algériens réfugiés en Suisse parce qu'évidemment, ils étaient francophones et que la Suisse était une terre quand même plus ou moins neutre, même si les Français les surveillaient quand même en Suisse. Et ils profitaient du fait qu'il y avait relativement peu de surveillance. Et il y avait pas mal d'étudiants aussi, d'étudiants algériens. Ben Bella était souvent en Suisse. Il y avait Boularouf, il y avait Aït Ahmed. Enfin, ouais. Il y avait beaucoup de monde qui était en Suisse déjà en 54-55. Et donc, au moment où Dubois arrive comme chef de la police politique et chef du contre-espionnage, il est évident que, sous la pression française, hein, qu'il commence à surveiller les nationalistes algériens. Oui. Et il avait sous ses ordres un autre personnage, Fritz Dick, qui dirigeait la police fédérale. Oui. Et je crois comprendre que la relation, ils ne sont pas sur la même ligne. Avec Dick, ça allait encore. Je crois qu'ils étaient un peu sur la même ligne. Il avait à l'intérieur de son service un dénommé Max Ulrich, qui lui était un agent... probablement, dans les romans policiers, on parle d'agent double. Lui, c'était probablement un agent triple. Il travaillait à la fois pour les services secrets suisses, mais il était un agent du service secret français et il avait des liens étroits avec les Allemands. Et lui a joué un rôle un peu différent encore. Oui. Et les responsables de la police fédérale, de Dubois, se plaignaient à l'époque d'un manque de moyens. Oui. Et il y avait beaucoup de personnes à surveiller entre les communistes, les nationalistes, les Français et les Américains. Et la solution qui a été trouvée était de collaborer avec les autres services de renseignement. C'est là que justement un autre personnage intervient, qui rentre en scène, c'est Mercier, Marcel Mercier. Et qui est ce personnage et quel est son rôle dans cet opéra? Cet opéra, oui. Dans ce roman policier, dans ce roman d'espionnage. Alors c'est un personnage très important parce qu'à l'époque, évidemment, pour les Français, la Suisse était une place extrêmement importante dans la mesure où ils estimaient que c'était la base arrière des indépendantistes algériens. Ils disaient vraiment que c'était un lieu où se négociaient les affaires financières, puisqu'il y avait les banques, et le commerce d'armes, puisqu'il y avait beaucoup de trafiquants d'armes, et également les questions diplomatiques. Donc, depuis le début de la guerre d'indépendance, depuis 1954, ce monsieur Mercier, qui était en fait ce qu'on appelle une barbouze, un barbouze, un barbouze ou une barbouze, ça dépend de l'idée qu'on... Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une barbouze à cause de la barbe. Mais enfin, toujours est-il que c'était un agent secret qui était à l'ambassade à Berne, l'ambassade de France, et qui était un homme qui venait du SDEC, le service des renseignements extérieurs français,
qui était un général, un colonel à l'époque, colonel, et qui jouait un rôle très important. Il tenait en fait l'ambassade. Et lui, il était là pour surveiller, bien sûr, les indépendantistes algériens, mais également les espions des pays de l'Est. Donc, les Suisses qui avaient un service de renseignement extrêmement faible étaient obligés de collaborer beaucoup avec les services anglais, les services américains et les services français. Et les Français, c'est Mercier, c'est là qu'il a eu, et c'est un bon comme un flic, hein, c'est un bon espion, un bon barbouze, c'est là qu'il a profité pour influencer la police fédérale et intensifier la surveillance des militants algériens et avoir même certaines informations de l'ambassade. De l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que comme bon responsable des services secrets, effectivement, parce qu'il faut voir que les services secrets, c'est toujours un échange. Hein. La Suisse avait besoin d'obtenir des informations pour assurer sa sécurité, et ils allaient la chercher, évidemment, chez les services secrets étrangers, notamment français, allemands, ou anglais, ou américains. Et en l'occurrence, les Français étaient demandeurs d'informations sur les Algériens en Suisse, ce qui a permis aux Suisses d'obtenir d'autres informations qui les intéressaient. Donc dans ce grand commerce des informations, la situation était évidemment idéale parce que Mercier a pu obtenir beaucoup de choses parce qu'en contrepartie, il donnait pas mal d'informations. Et il a réussi à infiltrer les services secrets suisses avec une taupe qui était ce Ulrich dont je parlais tout à l'heure. Donc il était vraiment en position de force. Il négociait avec les services secrets suisses qui étaient très faibles, donc qui étaient obligés d'avoir sa collaboration. Mais en contrepartie, il obtenait plein d'informations inside, si j'ose dire, sur les Algériens, puisque les Algériens étaient sur écoute, et puisque l'ambassade d'Égypte était aussi sur écoute. Mais justement, pour avoir l'information, il faut aller là où il y a de l'information, et tu le disais tout à l'heure, tout transité par l'ambassade d'Égypte à Berne, et la police fédérale a eu l'idée justement de mettre sur écoute une ambassade sans penser aux conséquences qui sont graves, notamment pour un pays qui se veut neutre. Ouais. Bon, je crois que c'est un peu un secret de polichinelle. Dans tous les pays, les ambassades sont écoutées. Hein. Ça, je crois que c'était assez général. Simplement, évidemment, la Suisse, apparemment, devait garder une certaine réserve. Mais au moment où la tension internationale est devenue importante, au moment où il y a eu l'affaire de Suez, hein, l'expédition franco-britannique de Suez, l'invasion de la Hongrie, René Dubois et le conseiller fédéral Feldman étaient convaincus qu'on était à la veille d'une guerre. Donc ils ont intensifié, à la demande des Français, ils ont intensifié le contrôle, la surveillance. Et c'est une époque où il y a beaucoup d'écoutes téléphoniques. On est avant, aujourd'hui on nous écoute tous sur nos portables, mais à l'époque c'était plus compliqué parce que les gars téléphonaient depuis des cabines et ils faisaient passer des messages. Et il y avait tout un service à l'ambassade à Berne, l'ambassade d'Égypte, qui était en fait relais pour les Algériens, notamment les services secrets égyptiens, les attachés militaires, parce qu'il y avait tout le problème de l'acheminement des armes, des cargos d'armes, et ça passait notamment par l'ambassade de... Donc ça veut dire que les Suisses écoutaient et transcrivaient tout. On a dans les archives tous les relevés des conversations entre Algériens et Égyptiens. Et puis après, évidemment, ces informations, en principe, elles étaient secrètes, elles étaient confidentielles. Elles ne devaient pas sortir. Parce qu'on peut espionner, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut que les apparences soient sauves. Et le problème de l'affaire Dubois, c'est que tout d'un coup, tout est sorti au grand jour. Voilà, comme tu disais, secret de polichinelle, c'est une chose, les révéler, c'est autre chose, parce qu'il y a des conséquences. Nasser était mécontent, les Algériens aussi. Mais la question principale, c'est comment ces informations ont pu sortir, comment l'affaire a été dévoilée. Tu parlais tout à l'heure de Charles Favreau, qui est un des... était dans la chaîne, mais ce n'était pas lui qui avait eu l'idée de sortir. Enfin, il n'avait pas accès à cette information. Non. C'est un autre personnage que tu affectionnes et que tu adores. Oui, alors c'est venu par... Le problème, c'est que c'est venu par plusieurs... L'affaire est sortie par plusieurs sources. D'une part, il y avait à l'intérieur de l'ambassade de France une femme qui était Elisabeth de Miribel, qui était une ancienne secrétaire de De Gaulle. C'est elle qui avait tapé l'appel du 18 juin, toute jeune secrétaire, qui ensuite a eu un parcours un peu curieux. Elle a été dans un couvent, elle
Et finalement, elle s'est retrouvée attachée culturelle à l'ambassade de France à Berne. C'était plutôt une femme, probablement pas de gauche, mais une chrétienne, une catholique de gauche, oui, à certains égards, proche de Mauriac, proche des gens qui commençaient à s'interroger sur la question de la torture, notamment en Algérie. Donc, elle était vraiment sur une ligne politique complètement différente de son collègue Mercier, qui lui était officiellement attaché commercial, mais en fait il était espion, et c'est lui qui était un peu le chef de l'ambassade, et lui évidemment il combattait les nationalistes algériens, alors que Elisabeth de Miribel était probablement de cœur plus proche des nationalistes algériens. En tout cas, elle combattait la torture et les méthodes terribles de l'armée française. Et c'est probablement par elle, qui en a parlé à une amie, qu'on a appris que Mercier avait des informations qui lui venaient depuis l'intérieur de la police fédérale. C'est comme ça qu'il y a eu des soupçons. Mais il y avait déjà l'armée suisse, les services secrets, et là ça devient compliqué. On va arriver justement à ça. Il a aussi joué un rôle. Restons dans le chapitre de l'amour. Il y avait les Américains, oui. Et alors restons dans l'affaire Glamour. Justement, on lui prête, enfin, il y a plusieurs versions. Certains lui prêtent une relation amoureuse avec un militant du FLN, chose qu'il avait poussé à révéler. Avec Serge Michel. D'autres lui prêtent une relation d'amour avec Dubois. Est-ce que c'est réellement, avec Dubois? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait simplement, moi j'ai trouvé ça dans les archives fédérales, on sait simplement que René Dubois, paradoxalement, a eu plusieurs rencontres au domicile de cette Elisabeth de Miribel. Donc, on ne sait pas s'il y a eu une relation affective ou amoureuse ou autre entre ces deux personnages, mais c'est un peu compliqué. Là franchement, moi, je ne suis pas dans le glamour des journaux C'était une phrase énigmatique de Serge Michel qui est restée mystérieuse. Mais en tout cas, elle a joué un rôle dans le fait que l'affaire est sortie au grand jour. Mais elle n'est pas la seule, parce qu'il y avait aussi les Américains qui, depuis un certain temps, étaient gênés par le fait que des informations sortaient depuis l'ambassade d'Égypte et arrivaient aux Français. Et on voit comment justement M. Dubois se retrouve, l'étau se resserre contre lui. Et entre les services américains et Mercier, qui est impitoyable. Justement, comment tu expliques le fait qu'un chef de renseignement, chef de contre-espionnage, se retrouve facilement piégé par un certain Mercier? Certes, c'est un bon flic, mais ce n'est pas un type brillant. Je pense que Dubois était un peu naïf. Et Dubois, c'était un petit juriste qui a gravi lentement les échelons du ministère public de la Confédération. Et tout à coup, il se retrouve chef du contre-espionnage, alors que ce n'était pas du tout un policier d'origine, c'était un avocat, c'était un juriste. Donc, je pense que cette fonction lui est montée un peu à la tête, et il a été invité à Paris par Mercier, qu'il a emmené vraisemblablement aux Folies Bergères. Est-ce qu'il a réussi à trouver le moyen de le faire chanter? Ça, on n'a jamais su. Est-ce qu'il y a eu des problèmes divers? En tout cas, il n'a pas touché d'argent. Dubois n'a pas touché d'argent des Français, mais il a été influencé. Il a été un peu, comme on dirait en langage populaire, embobiné par Mercier. Et la situation se complique. En 1956, un acte de piraterie commis par l'armée française, en l'occurrence le détournement d'un avion qui appartenant au royaume du Maroc. À l'intérieur, 7 militants du FLN sont arrêtés. L'affaire devient internationale et Dubois devait gérer ça ici. Oui, alors on n'a jamais su non plus exactement. Alors, il y a des gens qui ont dit que les services secrets français avaient été avertis du vol dans l'avion du roi du Maroc de la direction du FLN par des écoutes téléphoniques venues de Suisse, une source suisse. C'est ce qui est ressorti dans les études des documents quelques années après. Toujours est-il qu'il y avait des informations très secrètes qui ont transité par l'ambassade d'Égypte et qui sont revenues dans les oreilles, si j'ose dire, des policiers suisses et qui se sont retrouvées chez les Français, au SDEC. Donc la ligne passait par Mercier qui était à Berne. Donc
tout d'un coup, Dubois a été pris au centre d'une toile d'araignée dans des sables mouvants, et il y avait, tout le monde l'accusait de tout. L'armée qui le surveillait aussi disait que c'était un mauvais chef du contre-espionnage. Les Américains trouvaient qu'il jouait un rôle bizarre. Les Français avaient l'impression qu'il ne leur donnait pas toutes les informations. Donc tout d'un coup, ce pauvre Dubois, probablement un peu naïf, s'est trouvé coincé. La cocotte bouillonne. La même année, la crise de Suez éclatait. Nasser nationalisait le canal. Les Français et les Britanniques s'engageaient dans la guerre. Les Américains interviennent. Et l'aide de la Suisse a été sollicitée. Et comment, c'est une pression supplémentaire pour Dubois, comment a-t-il géré cette affaire? Il a mal géré, je pense, dans la mesure où il s'est laissé influencer probablement par les pressions des Français, mais aussi par la peur d'un conflit mondial. Il faut bien voir qu'à l'époque, il y avait toute une série de gens, à commencer même par les sociaux-démocrates, qui voyaient Nasser comme un danger, on disait, j'ai retrouvé des termes sous la plume de Dubois, Nasser qui est un nouvel Hitler. Il y avait en plus la guerre en Israël, il y a eu quand même la guerre de, je ne sais plus comment on l'a appelée, c'est pas celle du Kippour, mais la guerre du Sinaï en 1956, au moment de l'affaire. Donc ça devient une histoire très compliquée. Et je pense qu'il a très mal géré, dans la mesure où il s'est complètement laissé piéger par cette affaire, et il avait beaucoup de peine à contrôler ses propres hommes, puisqu'il y avait une taupe française qui travaillait dans ses services. Donc il y a des informations qui ont fuité. On ne sait même pas dans quelle mesure lui a donné des informations aux Français, ce qui était normal parce qu'il y avait des échanges d'informations. Est-ce qu'il a donné des informations secrètes aux Français? Ça, personne ne peut le savoir exactement. Et à Berne, ses ennemis politiques ont profité de l'occasion. En l'occurrence, je pense à Charles Daniel, qui était le chef du service de renseignement militaire, qui est allé voir justement le Feldman pour l'informer de la situation. Oui. Parce qu'alors, qui est ce personnage? Alors, ce personnage, c'est un colonel brigadier, c'est-à-dire un petit général comparé à d'autres armées, qui était chef du service de renseignement de l'armée, qui était un personnage assez ambitieux, qui lui-même était très proche des Américains. Il avait, semble-t-il, des liens avec la CIA, donc il avait et l'armée américaine. Donc lui, depuis le début, il était très hostile à Dubois. Il a trouvé que c'était une erreur complète d'avoir nommé ce mec comme responsable du service secret contre-espionnage. Et il a essayé de l'écarter parce qu'il le voyait comme un ennemi dans la mesure où il était un socialiste, etc. Donc il a tout fait pour que Dubois tombe aussi. Il l'a fait espionner par un agent civil, mais qui voulait savoir un peu ce qui se passait. Et ensuite, il s'est retrouvé à le combattre ouvertement. Et il a été directement devant le supérieur de Dubois pour le dénoncer. Et dans un premier temps, on a voulu coller toute la responsabilité à Ulrich, mais le nom Dubois est vite sorti et il est, l'une des personnes qui sont accusées à l'interne d'être justement la source des Français. Oui, c'est-à-dire que l'histoire est sortie. D'abord, c'est Ulrich qui a été, parce qu'il a été arrêté, Ulrich, devant l'ambassade de France par la police, au moment où il venait d'avoir des échanges avec Mercier, donc avec le gars des services secrets français. Et après, évidemment, c'est assez vite remonté. On a dit, mais est-ce que ce Ulrich était le seul responsable? Et il s'est avéré que Mercier lui-même a dit que c'était Dubois qui lui avait donné les informations. Parce qu'il espérait que, comme Dubois était un personnage très haut placé, on étouffe l'affaire. Mais l'affaire n'a pas pu être étouffée. Oui, justement, alors pour un peu s'en sortir, il est allé voir Mercier. Mais je veux faire un petit flashback. Bien avant Mercier avait mis en place un piège pour Dubois et sa femme. Il les a invités à Paris aux frais justement de la République française. Un voyage visiblement qui a été validé et accepté et autorisé par Feldman.
Après une semaine à vivre dans la ville lumière, il a été aux Folies Bergères, du spectacle, du cinéma, et certainement des choses qu'on ne connaît pas ont été faites, certains avantages peut-être, avec lesquels Mercier tenait. D'où le fait que quand quand Dubois est allé voir Mercier pour lui demander d'arrêter de l'impliquer, et c'est là qu'il a sorti d'autres cartes qu'on ne connaît pas, ou peut-être tu les connais? On ne sait pas exactement de quelle façon il tenait Dubois, mais probablement, peut-être par des photos compromettantes, comme on le fait souvent, mais c'est même pas sûr, ça n'a même pas été prouvé. Mais disons, il a lui dit, mais oui, les informations que vous nous reprochez d'avoir obtenues de l'intérieur de la Confédération suisse, c'est le procureur Dubois lui-même qui me les a données dans le cadre d'échanges d'informations. Et c'était une manière de le tenir, évidemment, parce que c'est toujours le problème, c'est que les services secrets peuvent faire des tas de choses, mais il ne faut pas que ça sorte. C'est clair. Il faut que ce soit discret. Et comme Dubois était en même temps le procureur général, le garant de la loi, le garant des règles, c'était très, très embêtant que publiquement, tout d'un coup, on apprenne qu'il avait des contacts étroits avec les services secrets français. La neutralité, tout d'un coup, le roi était nu, la neutralité était nue. Et ça a eu un gros effet, évidemment. Et Feldman, certainement pour préserver la neutralité, avait protégé jusqu'au bout René Dubois. Oui. Mais d'ailleurs, on est allé arrêter d'abord Ulrich. Oui. Et de quoi a-t-il été accusé, Ulrich? Alors, il a été accusé ça s'appelle service de renseignement politique au profit. Intelligence. Intelligence, oui, exactement. Avec un service de renseignement étranger. Oui, il a été accusé de cela. Il a été accusé de violation du secret de fonction parce qu'il a donné aux Français, Ulrich, ça on le sait, il a donné énormément d'informations qui n'avaient rien à voir avec les Algériens, qui étaient notamment sur des citoyens suisses, parce qu'à l'époque, il y avait toute une partie de la gauche suisse qui soutenait les indépendantistes algériens, qui accueillait les déserteurs, qui accueillait les militants du FLN. Donc, ils étaient indirectement liés. Johnson aussi, ouais, tous les réseaux. Voilà. Et donc, il a donné toutes ces informations, Ulrich, qui évidemment n'avaient rien à voir avec la sécurité extérieure de la Confédération, mais la sécurité intérieure. Et ça, évidemment, ça a mal passé. Et le coup fatal est venu quand même de Mercier, qui est venu enfoncer définitivement Dubois. Et le désigne comme étant sa source. Oui, exactement. Ben, il l'a trahi, en fait, complètement, là. Et il a désigné Dubois comme étant sa source. Il a déclaré ça à un homme de la police fédérale et ensuite au conseiller fédéral Feldman lui-même, en disant « mais c'est Dubois qui me donnait les informations ». Et évidemment, il espérait en disant cela que tout allait être étouffé. Mais ça n'a malheureusement pas fonctionné, quoi. Et à la fin de ton livre, de la BD, il y a toute une partie, là en bleu, c'est la partie archivique, justement, où tu soulignais l'importance de la neutralité suisse, le souci notamment de Feldman quant à ce qu'un scandale éclabousse la Suisse. Et puis dans la partie finale de la BD, il y a aussi une partie où vous mettez, je mets vous parce que vous êtes deux, Dubois face à sa conscience. Et il avoue un certain nombre de choses qu'il avait faites, surveillance des Suisses, écoute téléphonique notamment de l'ambassade, des dénonciations, intensification de la surveillance, puis l'arrestation et torture des militants du FLN, parce qu'à l'époque aussi c'est une grande affaire, la torture. La France pratiquait de la torture et de la peine de mort en Algérie, et il y avait le fameux livre de ce journaliste qui travaillait à Alger. Henri Alleg. Henri Alleg, voilà. Oui, la question. Donc, la question qui circulait sur le coude, ici en Suisse, mais la Confédération avait fermé l'œil. Quel commentaire que tu peux faire sur cette partie où tu le mettais devant sa conscience? Oui, alors nous, on l'a imaginé. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert dans on dirait un procès qui allait aboutir à la peine de mort. Oui, exactement. Parce que comme il était procureur lui-même,
Donc, effectivement, il s'est un peu... Nous, on l'a imaginé avec Mathieu Berthaud qui a dessiné ce livre. On a imaginé qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Dubois pendant les 2 ou 3 heures qui ont précédé son suicide. Parce qu'on sait par les archives qu'il a quitté le Palais fédéral le 23 mars 1957 à 11 heures du matin. Et d'après le médecin légiste, il s'est tiré une balle dans la tête, dans son grenier, probablement aux alentours de 2 heures de l'après-midi. Donc il s'est passé entre 2 et 3 heures pendant lesquelles Dubois était dans son grenier. Et comme il était officier de l'armée suisse, il avait un pistolet militaire dans son grenier. Et on a imaginé, alors c'est bien sûr pas de la fiction, mais c'est de l'imagination, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme entre 11 heures et le moment où il a décidé finalement de se suicider. Et donc, il passe en revue toute sa vie, c'est un peu l'histoire du livre, il passe en revue toute sa vie depuis sa nomination en 1955 jusqu'à son suicide en mars 1957. Et alors, on a imaginé, mais je pense que c'est vrai, parce qu'on a retrouvé des textes, qu'à un moment, il a, comme toute personne qui fait un peu le bilan de sa vie, et je pense que Dubois savait qu'il avait commis des fautes, bien sûr, et notamment, comme il a notamment été responsable de l'espionnage de beaucoup de monde, hein. Il a mis sur écoute pas seulement des Algériens et des Égyptiens, mais aussi des Suisses. Et des Allemands. Et des Allemands. Mais le scandale des fiches en 1989-90 a montré qu'il y avait beaucoup de gens en Suisse qui étaient surveillés. Donc ça, c'est certain. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont transmis des informations sur des nationalistes algériens qui ont été trouvés notamment dans des perquisitions à Zurich. Et on sait qu'il y a des gens dont on a trouvé le nom et l'adresse que Max Ulrich a transmis au service français et à Mercier. Et peu de temps après, à Alger, les gens ont été arrêtés, torturés et morts. Et plusieurs sont morts. Donc ce n'était pas simplement de l'espionnage, je dirais, téléphonique. C'était aussi une action directe de collaboration de police à police, avec des conséquences graves. Et cautionnait des choses immorales. Il cautionnait des choses immorales, la torture et tout. Et il y a eu un gros débat en Suisse sur la torture. Déjà à ce moment-là, aussi, ça on n'en parle pas dans le livre, mais c'est intéressant peut-être pour les gens de le savoir, parce qu'il y avait des mercenaires de la Légion étrangère, des Suisses, qui ont été... parce que les Suisses n'avaient pas le droit d'aller à la Légion étrangère. Il y a des Suisses allemands qui ont été dans la Légion étrangère française entre 1954 et 1955 et qui sont revenus en Suisse et qui ont été poursuivis devant les tribunaux pour avoir combattu pour une puissance étrangère. Et ces légionnaires ont parlé pour la première fois de la torture. Ils ont dit, oui, pour se défendre, ils ont dit, ils ont accusé la France de pratiquer la torture. Donc, c'était connu en Suisse déjà depuis 1955-56, avant la bataille d'Alger. Avant la bataille d'Alger, que l'armée française torturait déjà. Donc, je pense que Dubois, ça a dû un peu le gêner, ça. Et voilà, un peu. Et finalement, alors c'est ce qu'on a imaginé, on peut dire dans une certaine mesure qu'il s'est condamné lui-même à mort, puisqu'il était procureur, il a requis contre lui la peine de mort. Pour rappel, la Suisse était présente aussi en Algérie à l'époque à travers la compagnie genevoise dirigée à l'époque par Henri Dunant. Oui, qui avait été créé, pas en 1955, Dunant était mort, mais à l'époque ça avait été créé par Henri Dunant. Oui. Ouais. Et comme nous sommes dans un récit d'espionnage et de mystère, tu parlais tout à l'heure d'une balle dans la tête. Moi, je t'ai entendu dans une conférence parler de 2 balles. Oui. Il y a même alors à un moment, on a même cru qu'il y avait 3 balles. 3 balles. Alors 3 balles, ça c'était impensable. Mais il y a 2 balles qui ont été tirées. Ça, j'ai vu le rapport du médecin. Est-ce que les 2 balles l'ont atteint? Il semblerait que c'est la 2e qui l'a atteint. Mais est-ce qu'à partir de ces éléments, on peut imaginer qu'elle a été liquidée? Non, alors justement, sur le moment, il y a des gens qui ont dit il y a 3 balles, mais ça c'est faux. Il y en avait 2. Mais ils ont totalement exclu la thèse que quelqu'un est venu lui tirer une balle dans la tête. Il n'y avait absolument aucune preuve quelconque. Toute la thèse du suicide a pu être rapidement accréditée. Ce qui est bizarre, c'est qu'il semblerait, mais ça moi je ne suis pas du tout ni un armurier, ni un médecin, il semblerait qu'il a
il a tiré un coup et il a tiré un coup directement derrière. Parce qu'il y a une balle qui est partie, et l'autre qui lui est entrée dans la... Ici, donc techniquement, balistiquement, c'est possible que ce soit... Oui, c'est possible. Bien, mais il y a eu tout un mystère là autour, et Madame Dubois avait mal compris. Elle a rapporté le fait qu'il y avait 3 balles. Alors 3 balles, ça, c'est pas possible. Il paraît que 2 balles, c'est possible. C'est un pistolet automatique et qu'il a tiré 2 fois. Enfin, le coup est parti 2 fois. Alors, le procureur se suicide, c'est un scandale politique qui touche toute la nation. Alors, il y aura un impact sur le processus de libération du peuple algérien, je vais revenir tout à l'heure, mais comment la Confédération avait clôturé cette affaire en sauvant, un tant soit peu, la neutralité de la Suisse. Oui, et ils étaient très embêtés, évidemment, parce que tout à coup, ça apparaissait au grand jour que la Suisse était impliquée dans une sale affaire et qu'en fait la Suisse collaborait très très étroitement avec un service étranger. Mais depuis le tout début, ils ont voulu étouffer au maximum cette histoire. Ils ont voulu éviter d'être mis en cause. Ils ont immédiatement, on le voit dans les archives, contacté les Égyptiens pour, pas s'excuser, mais essayer que les Égyptiens calment les esprits. Les Français, évidemment, ils ont tout fait aussi pour étouffer parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce que ça sorte. Et dans un premier temps, c'était assez calme. La Suisse a laissé croire qu'il n'y était pour rien, que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait rien à dire, qu'il y avait peut-être eu des échanges d'informations, mais que c'était tout à fait normal, qu'il n'y avait pas de fuite. Ils ont essayé et ils ont fait porter le chapeau à Ulrich. Et ils ont dit qu'Ulrich était, lui, un mauvais garçon et qu'il avait trahi, etc. Mais assez rapidement, quand même, c'est remonté un peu au-dessus, puisqu'il y a eu notamment un journaliste du Sunday Times qui a écrit un gros article où il a parlé de la responsabilité politique de la Suisse, que la Suisse n'était pas neutre, que même le Conseil fédéral était impliqué dans l'affaire. Donc ça a créé un gros émoi, un gros scandale. Il y a eu une commission spéciale, un procureur général extraordinaire qui a été nommé, puisque Dubois était mort, et un juge d'instruction extraordinaire qui a aussi été nommé, et qui a mené une enquête la plus rapide possible, en essayant d'écarter toute piste qui pouvait être embêtante, et ensuite ils ont inculpé ce Ulrich. D'accord. Alors, je reviens à l'amour. Ouais. Sans amour, la vie n'aurait pas de goût. Ouais. Donc, je reviens à Elisabeth de Miribel, ouais. cette belle secrétaire qui travaille à l'ambassade. On lui prêtait, je disais tout à l'heure, on lui prêtait une relation aussi amoureuse avec René Dubois. Ouais. De quoi s'agit-il? Alors, on ne le sait, vraiment on ne le sait pas. Moi, ça m'a un peu intrigué, même si je ne suis pas un journaliste people, hein, ce n'est pas ça qui m'intéressait le plus. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le fait qu'il y avait peut-être eu une relation, en tout cas peut-être que Dubois était intéressé par elle. Est-ce qu'elle était, elle, intéressée par Dubois? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'il lui a rendu plusieurs fois visite, ce qui n'était pas du tout dans ses fonctions. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre eux? On ne le sait pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a joué un rôle puisqu'elle a parlé des complications, elle a essayé de... En fait, elle a surtout voulu nuire à Mercier en parlant à une amie qui en a parlé à un homme qui s'appelait Serge Michel, qui était un médecin proche du FLN, qui était en Suisse. Et lui en a parlé à Favreau. C'est un peu comme ça que l'histoire a... Et ensuite, Favreau en a parlé à la Tribune de Genève. Et la Tribune de Genève a été un des canaux par lequel l'information est sortie. Mais je pense que Elisabeth de Miribel, en parlant, ne cherchait pas à nuire à Dubois, certainement pas. Elle cherchait à nuire à Mercier, parce qu'elle trouvait que Mercier menait une politique à vrai dire, néfaste. On ne sait pas, on reste dans le ministère. On peut se dire que c'est la femme par qui le scandale est arrivé, parce que entre ceux qui lui prêtent une relation d'amour avec un Algérien, on peut imaginer qu'elle a agi par amour ou par haine de Mercier qu'elle trouvait un peu... mais je ne sais pas si on lui a prêté des relations avec un Algérien, je ne crois pas. Avec Dubois, oui, mais avec les Algériens, je ne sais pas. Et avec Dubois, on peut imaginer aussi qu'elle a agi par jalousie, parce que dans la BD...
c'est pas par hasard que vous mettez Dubois, lui poser la question, n'est-ce pas, tu m'as pas trahi ou tu n'as parlé à personne. Donc, quelque part, vous suggérez qu'elle pouvait agir par jalousie. On ne sait pas, on ne sait pas. Franchement, on a essayé d'aller le plus loin possible. On n'a pas voulu faire de la fiction. On n'a pas voulu imaginer une Mata Hari sous la peau d'Elisabeth de Miribel. Mais il y a un mystère, effectivement. Il reste un mystère, c'est de savoir quel était le mobile de cette femme. Mais comme on a appris après, que j'ai trouvé aussi pas mal d'archives dans ce sens-là, qui montrent que finalement, ceux qui ont surtout cherché à faire tomber Dubois, c'est les Américains, puisque les Américains étaient en conflit avec les services secrets français à cause du FLN. Parce qu'il faut bien voir que les Américains préparaient l'après-indépendance algérienne. Les Américains voulaient mettre la main sur le pétrole algérien. Donc ils avaient un coup d'avance. Hein, et les Français étaient un peu arc-boutés sur leur colonie. Mais les Américains, ils étaient déjà dans une ère post-coloniale, dans une ère impérialiste en fait. Et on sait qu'il y a eu des contacts, il y a eu des documents entre les compagnies pétrolières et la direction politique du FLN. Puisque quand il était dans son avion entre Rabat et en principe Tunis, détourné sur Alger, français à ce moment-là, Aït Ahmed avait dans sa valise pas mal de documents parce qu'il revenait de New York où il avait eu des contacts à l'ONU mais aussi avec des Américains. Et le FNL avait besoin d'aide de tous côtés. Et on sait que Kennedy aussi, John Kennedy avait fait une mission en Algérie française. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit le premier président à reconnaître l'État algérien indépendant. Et puis il y avait la CIA était aussi impliquée un peu là-dedans parce que les Américains disaient il faut mettre la main sur le pétrole. Il faut pas qu'il reste français, il faut qu'il devienne américain, si j'ose dire. Toutes les réserves de pétrole, l'exploitation du pétrole algérien. Donc ils savaient qu'un jour ou l'autre, les indépendantistes arriveraient au pouvoir. Et justement, donc, concernant la gestion de la guerre d'Algérie par la Confédération, je le disais, le grand perdant, c'est les Français. Les grands gagnants, c'est les Algériens, par ricochet les Américains. On sait que suite à cette affaire, la Confédération a désigné M. Lang pour suivre l'affaire algérienne. Oui. Alors on ne sait pas exactement. Il y a eu des effets, bien entendu, assez rapidement, parce que la Suisse était tellement embêtée avec cette affaire Dubois, elle apparaissait comme pro-française, donc en violation de sa neutralité. Et il y avait à l'intérieur du Conseil fédéral un autre conseiller fédéral francophone qui s'appelait Max Petitpierre, qui était aussi un Neuchâtelois, lui qui n'était pas un socialiste, mais un radical, mais qui lui avait toujours été plus ou moins convaincu qu'on était dans une ère de décolonisation et que la colonisation c'était du passé. Donc Petitpierre a évidemment joué un rôle, il était ministre des Affaires étrangères, il a probablement profité un peu de l'émoi de l'affaire Dubois pour réorienter tranquillement la politique de la Confédération vers les bons offices, vers la nomination effectivement de Lang, et de commencer à vouloir jouer les intermédiaires entre les nationalistes algériens et le gouvernement français. Puis après, quand De Gaulle est arrivé, il a utilisé la porte suisse, le salon suisse, pour établir des relations en Suisse, secrètes d'abord, puis ensuite publiques avec le processus d'Évian, entre le FLN, enfin ce n'était pas le FLN, c'est le GPRA, et le gouvernement français. Justement, suite à cette affaire en 1957, Farhat Abbas, le président du gouvernement provisoire de la République algérienne, a déménagé de Berne à Montreux. Un certain nombre de rencontres ont eu lieu au Signal de Bougie, ici à Genève, à Lucerne, et c'est toutes ces rencontres qui ont abouti au final, en 1962, aux accords d'Évian. Aux accords d'Évian, oui. Là, la Suisse a joué un rôle de... C'était plus la plaque tournante du FLN, mais c'était un peu la plaque tournante de la négociation discrète, des salons. Elle a vraiment joué son rôle d'intermédiaire, de lieu de négociation. De garant aussi. De garant, plus ou moins. Ils n'ont pas vraiment été les garants des accords d'Évian, puisque ça c'est... Mais enfin, ils ont joué un rôle de facilitateur, oui. Mais après, les accords d'Évian ont été complètement cassés par l'OAS.
et par la tragique suite des événements d'Algérie. Mais disons, c'est vrai que la Suisse a joué un rôle important là. Et je pense que l'affaire Dubois a été un peu le tournant qui a permis à la Suisse de jouer un autre type de rôle, parce qu'elle avait été démasquée au niveau international comme n'étant pas neutre. Et de jouer son rôle vraiment de neutre, de nation neutre qui a permis à deux États de se rencontrer. Garon, je parlais de Garon parce que les membres du FLN séjournaient en Suisse, ici à Genève, et partaient à avion en hélicoptère pour aller négocier et revenir le soir. Ils n'avaient pas, comment dire, ils ne se sentaient pas sécurisés pour dormir en France. Non, ils avaient, mais il y avait eu des attentats de l'OAS déjà à Évian avant. Et puis disons, ils ne voulaient pas négocier en France, puisqu'ils ne se considéraient pas comme Français, ils étaient Algériens. Donc effectivement, ils résidaient en Suisse et ils traversaient chaque jour la frontière depuis le signal de bougie jusqu'à Évian. On arrive à la fin de cette discussion intéressante, beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères. Je te remercie beaucoup, Éric. J'espère que les gens s'y sont retrouvés dans cette entremêlée et entrelac de relations à la fois politiques, espionnage. Je suis bien conscient que c'est une histoire compliquée. Mais enfin, c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'il reste des mystères, quoi. Voilà, en tout cas, si ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent n'ont pas compris tout, je les invite à lire cette BD, facile à lire, et elle est éditée en Suisse, édition Antipode. Vous pouvez trouver sur Internet les références pour éventuellement la commander. Elle est en librairie aussi. En librairie. Il faut aider les libraires, pas seulement l'Internet. Voilà. Vous avez la liste de tous ces personnages, parfois des petites biographies, des événements qu'on a traités, qu'on a évoqués lors de cette discussion en plus clair et d'une manière parfois ludique et facile à assimiler. Merci Éric. Merci. Et Merci à toi. très bientôt.